On va quand même évoquer le quatrième sujet. La prestation compensatoire non judiciaire, c'est important. On y a fait allusion un petit peu, mais embrassons le sujet totalement. Et c'est donc... Non, ce soir, c'est vous, excusez-moi. Ouais. C'est donc Marie-Christine Rousseau, Marie-Pierre Deline. Enfin, c'est le binôme. Oui, le binôme. On va simplifier les choses. Les Sables d'Olonne. Eh bien, allez-y. Ah oui, parce que... Oui. Je ferai juste une observation liminaire. Toute la discussion que nous avons pu avoir les uns et les autres démontre clairement qu'il y a une articulation à trouver entre nos rôles respectifs, c'est-à-dire le rôle de l'avocat, le rôle du notaire, le rôle du banquier. Et à mon sens, la difficulté résulte du fait que nos clients ont les uns et les autres des démarches différentes. C'est-à-dire que certains vont aller consulter leur notaire de famille, d'autres vont aller consulter leur avocat habituel, et certains qui sont un peu plus informés de la procédure de divorce par consentement mutuel vont faire la démarche première, c'est-à-dire aller voir son banquier. Ce qui explique qu'on se retrouve dans une espèce de mini-mélo où nos clients sont complètement perdus. Et c'est assez compliqué à gérer, et je pense que cette journée pourrait être aussi l'occasion de s'accorder sur la manière, enfin de déterminer une manière à peu près uniforme de procéder les uns et les autres de façon à ce qu'on puisse avancer. Je trouve qu'il est assez terrible d'avoir au téléphone un client qui vous dise Maître Delisle, je ne comprends pas ce qui se passe, le banquier me renvoie chez vous, il veut absolument une convention de divorce, et Maître Delisle qui lui répond mais je ne peux pas faire de convention de divorce tant qu'on n'aura pas abordé tous les différents points. Mais c'est pas grave, j'allais voir mon notaire, on va établir l'acte liquidatif et je vais devenir... Je dis mais attendez monsieur, mais ne faites pas n'importe quoi. Et je comprends que les gens soient complètement perdus par rapport à cette situation parce que on travaille un petit peu chacun dans notre coin, sans se concerter, on aboutit aux discussions qu'on a eues tout à l'heure et à mon sens qui pourraient parfaitement être évitées. Pour ma part, lorsque je reçois des clients, la première chose, c'est que j'invite le client à indiquer à son époux de prendre attache auprès d'un autre confrère. On va discuter des aspects du divorce. Et ensuite, je les invite à se rendre auprès de leur notaire et de leur banquier pour déterminer si effectivement, si l'un ou l'autre souhaite conserver l'immeuble dépendant de la communauté, si l'un ou l'autre peut le conserver. Et il m'arrive habituellement, lorsque nous avons établi les trames du divorce, c'est-à-dire pension alimentaire pour les enfants, éventuelles prestations compensatoires lorsqu'il y a lieu, établir une trame qui va pouvoir être remise au banquier de façon à déterminer si effectivement le financement peut ou non se faire. Bon, c'est ma manière de procéder. Après, il y en a certainement d'autres, mais je pense que ce serait quand même intéressant qu'on puisse avancer là-dessus pour éviter de perdre du temps, parce qu'en pratique, on aboutit à quoi? À perdre du temps et à faire perdre du temps à nos clients. S'agissant de la prestation compensatoire non judiciaire, je serai assez rapide là-dessus puisque nous sommes dans une procédure de divorce par consentement mutuel, ce qui signifie que nous avons deux époux qui souhaitent aboutir à un divorce par consentement mutuel et on n'est pas du tout dans la même démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, souvent on a des clients qui arrivent à notre cabinet en nous disant que c'est très très simple leur divorce, ils sont mis d'accord sur tout. Bon, merveilleux, vous êtes mis d'accord sur tout. On fait un rendez-vous, on aborde tous les aspects patrimonial et familial du couple, et la question de la prestation compensatoire se pose. Et je pense que lorsque on a affaire à un client qui vient nous dire « je ne veux pas de prestation compensatoire », la première question à lui poser, parce que généralement ils arrivent et ils ne veulent pas en entendre parler, pour eux c'est très simple, hein, donc il n'y a pas de souci. D'accord, vous ne voulez pas de prestation compensatoire, maintenant... vous savez ce qu'est une prestation compensatoire? Alors là, c'est le flou artistique, le flou complet artistique. Alors, j'ai eu une très mauvaise expérience il y a plusieurs années lorsqu'on était en procédure de divorce par consentement mutuel homologuée par le juge, c'est-à-dire que je divorce un couple, il n'y a aucune difficulté, un acte liquidatif, voilà. Il y a quelquefois, on sentait des tensions entre les époux, là, ce n'était pas le cas. Et quelques années plus tard, j'ai une dame qui m'appelle, le dossier est archivé depuis plusieurs années, et qui me dit allègrement au téléphone, et qui me déstabilise fortement, il faut dire les choses comme elles sont, en me disant que je l'avais très mal conseillée, qu'à l'époque où je l'avais reçue avec son conjoint, je ne pouvais pas ignorer qu'elle était dans une situation de faiblesse. Voilà, donc je suis assez
très très mal à l'aise, pas bien du tout même. Je vais récupérer le dossier dans les archives et je m'aperçois que j'avais fait correctement mon travail, c'est-à-dire que j'avais une dame qui pouvait prétendre à percevoir une prestation compensatoire. Je l'avais informée du fait qu'il me semblait que son renoncement était totalement illégitime, mais n'étant pas placée sous un régime de protection, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Toujours est-il, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, même si un époux vient dans notre cabinet en nous disant « je ne veux pas de prestation compensatoire », la première chose à faire, c'est effectivement d'expliquer ce qu'est une prestation compensatoire et de ne pas hésiter à dire que vous avez le droit à une prestation compensatoire. Si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. Mais moi, il m'arrive assez régulièrement de faire signer des décharges lorsque j'estime que le renoncement d'un époux n'a guère de sens. Ça me paraît préférable pour éviter toute difficulté ultérieure. La prestation compensatoire, je suis assez gênée lorsque je reçois un acte liquidatif où il est indiqué « il n'y a pas de prestation compensatoire ». Bon, ça me gêne beaucoup parce que l'établissement d'une convention de divorce, un acte liquidatif, c'est un aspect patrimonial et la prestation compensatoire est un aspect familial. Donc, j'aurais tendance à vous dire, quitte à déplaire à certains, qu'à chacun notre rôle, à nous de travailler ensemble, mais la prestation compensatoire, acter qu'il n'y a pas de prestation compensatoire dans un acte liquidatif me dérange beaucoup. Une petite remarque, oui. Ce n'est pas déplaisant à nos yeux, puisque ce matin, il a été évoqué que dans l'acte notarié, on met uniquement ce qui concerne vraiment liquidation partage. J'ajoute, on va mentionner la PC uniquement dans 2 cas. Premier cas, la prestation compensatoire prend la forme de l'abandon d'un immeuble. Deuxième cas, la PC se compense avec la soulte. J'allais venir. Dans tous les autres cas, il ne faut surtout pas mettre le montant d'une rente viagère, tout simplement parce que jusqu'à la signature de la convention par les avocats, les époux peuvent dire 250 par mois, c'est passé, on va mettre 350. Si le notaire a signé l'acte notarié avec 250, il faut faire un acte rectificatif. Et ça ne sert à rien de le mettre dans l'acte notarié. Donc, voilà. Comment détermine-t-on la prestation compensatoire dans le cas d'un divorce par consentement mutuel? On n'est pas en divorce judiciaire, les 2 époux veulent divorcer, donc on va essayer de trouver un équilibre, quelque chose qui soit acceptable pour les 2 époux. Non pas que nous n'allons pas discuter chaque avocat pour assurer la défense des intérêts de nos clients, mais à partir du moment où le principe est posé, il s'agit de déterminer essentiellement, enfin c'est souvent l'état d'esprit des clients, c'est de trouver quelque chose qui puisse être accepté par l'un ou par l'autre, quitte à obtenir une prestation compensatoire qui serait moindre, par exemple, parce que ça va être une variable d'ajustement par rapport à une soulte qui va devoir être versée. Donc on est vraiment dans un aspect où on va vraiment discuter, entre avocats et entre clients pour déterminer le montant de cette prestation compensatoire. Bien évidemment, la prestation compensatoire, on doit prévoir dans notre convention de divorce qu'il y a des clauses de révision lorsqu'il ne s'agit pas d'un capital qui serait versé par l'autre époux. Puis sur ce point, moi je pense que j'ai terminé. En fait, on transpose à notre divorce par consentement mutuel non judiciaire toutes les libertés que l'on a dans l'autre divorce par consentement mutuel. La loi sur la prestation compensatoire étant très ouverte pour fixer le montant, les modalités de règlement, etc., et de révision. Tout ça est à mettre en place, effectivement. Mais c'est vrai ce que vous disiez au départ, par rapport à l'expérience que vous rappeliez, certainement qu'on doit toujours se poser la question, pourquoi pas une prestation compensatoire? Si on y renonce, si elle est refusée, il y a une explication à trouver. Et ça, c'est bien de voir cette démarche rigoureuse et d'investigation un petit peu de la situation réelle de ces époux qui viennent vous voir pour divorcer. Une petite remarque peut-être, monsieur le professeur. Concernant justement la prestation compensatoire dans un consentement mutuel, il y a un élément dont on n'a pas parlé qui est important, c'est la déclaration sur l'honneur. C'est un document qui, effectivement, doit être rempli par chacun des époux et qui doit être, effectivement, très transparent sur le patrimoine de chacun des époux. Parce que c'est une photographie, bien sûr, mais comme c'est un document qui sera annexé ensuite à la convention de divorce, il peut y avoir des situations
où la prestation compensatoire, notamment si elle est versée sous forme de rente, puisse être un jour réexaminée par un magistrat, s'il y avait une conversion sous forme de capital, par exemple. Et il est extrêmement important que cette déclaration sur l'honneur soit vraiment le reflet du patrimoine. Et là, ça bug. Ça bug souvent. Parce que c'est très difficile d'écrire et de mettre noir sur blanc l'ampleur de tous les avoirs qu'on peut avoir, et le patrimoine immobilier, etc. Mais c'est une rigueur, et il faut être exigeant sur cet élément-là, parce que ça rejoint tout ce qu'on a dit, la nécessaire transparence de tous les actifs, des dettes aussi, hein, mais de l'intégralité des éléments, et ce document-là est vraiment la partie intrinsèque dans les annexes de la Convention. Merci. Moi, je rebondis sur ça par rapport à la déclaration sur l'honneur et à l'élément de mon propos tout à l'heure, c'est que là encore, il y a une incohérence parce que dans certains dossiers, vous avez des époux qui vous disent on n'a pas d'épargne à partager. Et quand ils remplissent la déclaration sur l'honneur, vous vous apercevez qu'il y en a l'un à 40 000 € sur ses comptes bancaires, à l'autre 300 000 €. Et quand vous avez fait la liquidation du régime matrimonial, il n'y avait pas d'épargne à partager. Donc là, il faut encore qu'il y ait la cohérence entre ce qu'il y a dans la liquidation du régime matrimonial et la déclaration sur l'honneur. C'est indispensable. Au demeurant, tous les critères énumérés par l'article 271 sont à appliquer à la situation dans la mesure du possible. Il ne faut pas se limiter à une déclaration un peu rapide de l'éventuel intéressé par une prestation compensatoire. Mais on n'arrivera jamais à connaître les accords secrets. Quand on est conscient, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien, oui, de le savoir. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, comment vous dire, nous allons approcher de 13h. Ce n'est plus l'heure du berger, mais nous avons pris du retard, ce n'est pas grave non plus. Il était prévu initialement dans ce programme de la matinée que d'autres questions pouvaient être posées pour terminer complètement. Est-ce que vous voulez, ou est-ce que vous avez, puisque des questions ont déjà été posées, et beaucoup de choses ont été évoquées, avec des réponses plus ou moins certaines qui ont été apportées, qui ont peut-être rassuré les uns et les autres. En avez-vous d'autres que l'on pourrait enregistrer au moins pour voir tel ou tel problème quelque part? Vous êtes Ah, monsieur, je vous en prie. C'est quid de la clause de partage transactionnel. À partir du moment où on a déterminé correctement la façon de procéder au partage et où on met dedans une clause de partage transactionnel qui modifie le montant de la soulte, etc., qu'en est-il de la validité de cette clause? Qu'en est-il de son traitement par les services fiscaux, etc. J'aimerais qu'on en parle un peu si c'était possible. Deuxième question, dans la mesure où on a un partage qui a été mis, un acte de partage qui a été préparé pour un divorce par consentement mutuel, par acte d'avocat et dépôt, et où pendant la procédure, pour une raison X, on passe en partage judiciaire. Il faut le refaire ou on peut utiliser une autre méthode. Comment on traite la chose? Si vous le permettez, je vais essayer de répondre brièvement. Alors, au sujet du partage transactionnel, on va distinguer civil et fiscal. Civilement, le partage transactionnel, oublions le partage. La transaction, déjà pour qu'il y ait une transaction, il faut qu'il y ait des concessions réciproques. Oui. Si un seul abandonne quelque chose, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un litige, qu'on ne sait pas lequel l'emporter en justice, et il y a une transaction. Voilà. Maintenant, la transaction dans un partage. Il faut savoir que le partage transactionnel n'a pas les vertus d'une transaction. Le partage transactionnel n'empêche pas une action complément de part. Pour que l'action complément de part soit écartée, il faut que la transaction soit faite après le partage. Ceci résulte du texte du Code civil et des arrêts rendus par la Cour de cassation. Maintenant, sur le plan fiscal, effectivement, le fisc considère que lorsqu'il y a un abandon taxable en libéralité, la libéralité disparaît dès lors qu'il y a un aspect transactionnel. Mais le fisc peut quand même vérifier qu'il y a bien une vraie transaction avec des concessions réciproques. De sorte que si on fait un partage après divorce, parce qu'il n'y a pas d'abattement, c'est plus clair, de 80 000 €, de 50 000 €, qu'on dit partage transactionnel, madame abandonne 50 000 €,
le fisc peut taxer au droit de 60% entre étrangers s'il apparaît qu'il n'y a pas vraiment de concession réciproque. Voilà le risque qu'on peut avoir en théorie. En pratique, dès lors que le partage survient à l'occasion d'un divorce, je ne connais pas en pratique de redressement fiscal. Je pense que le fisc considère qu'en matière de divorce, il ne peut pas y avoir d'intention libérale. Bon. Maintenant, la deuxième question. Dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, les parties ont signé le partage, puis elles se dirigent vers un divorce contentieux. Si c'est un régime de communauté, la réponse est simple, parce que le partage de communauté n'est valable aujourd'hui qu'à partir de l'assignation au divorce. Demain, nouvelle loi, il ne sera valable qu'à partir de la demande d'un divorce contentieux. En tous les cas, le partage a été fait avant, il est nul. Si c'est un régime séparatiste, une indivision, logiquement, le partage a été soumis à une condition d'un dépôt, donc on ne peut pas l'utiliser en divorce contentieux, sauf à ce que les deux époux de nouveau soient d'accord pour écarter la condition du dépôt, mais dans ce cas-là, il est préférable de refaire l'acte dans la procédure de divorce contentieux, parce qu'on peut toujours craindre qu'un époux déclare « Certes, j'avais consenti à tel abandon, mais c'était dans l'idée d'un divorce par consentement mutuel et non pas dans l'idée d'un divorce contentieux. » Donc moi, quel que soit le régime matrimonial, je préconise vraiment de considérer que l'acte ne peut plus être utilisé et de refaire un nouvel acte dans la procédure contentieuse. Voilà.